Et si tout ce que vous pensiez savoir sur le pouvoir était un mensonge? Imaginez, pendant des décennies, on croyait que l'avenir d'un pays se décidait dans les palais dorés, entre hommes en costumes impeccables, siégeant à des milliers de kilomètres des villages qu'ils prétendaient sauver. C'est ce que le monde entier pensait du Burkina Faso. Une terre de ressources, un problème à gérer, un terrain de jeu géopolitique où les décisions ne servaient qu'à rassurer les puissants. Mais en septembre 2022, une image a bousculé les certitudes. Devant un micro, un jeune homme de 34 ans, sans cravate ni costume, simplement vêtu d'un treillis et d'un béret rouge, s'adresse à la nation. Ibrahim Traoré n'était pas un chef d'État comme les autres. Il portait dans son regard la fatigue du soldat qui a trop vu la poussière, trop vu le sang, et il venait à peine de sortir des tranchées. Ce jour-là, ce n'est pas seulement le gouvernement qui a changé, c'est toute la définition du pouvoir qui a volé en éclats. Pendant que l'Occident se rassurait avec des discours sur l'aide, la stabilité ou la coopération, la réalité c'était des villages sans lumière, des routes impraticables, et un peuple qui vivait sur des milliards de dollars d'or, sans jamais en voir la couleur. On appelait ça la démocratie, alors que près de la moitié du pays échappait déjà au contrôle de l'État, rongé par les groupes armés et vidé de ses ressources au profit de capitaux étrangers. La prise de parole d'Ibrahim Traoré n'a pas simplement surpris. Elle a brisé le silence. Un capitaine, pas un politicien, refuse de continuer à jouer le rôle qu'on lui a assigné. Il ne réclame pas un trône, il exige la dignité. À travers lui, c'est tout un peuple qui dit non à l'humiliation, non à la soumission, et qui ose défier l'ordre mondial établi. Le choc dans les chancelleries n'était rien face à l'éveil dans les rues de Ouagadougou ou de Bobo-Dioulasso. Pour la première fois depuis longtemps, la vraie question se posait. Qui décide vraiment du destin d'un pays? Ceux qui ont le pouvoir visible, ou ceux qui l'acceptent ou le refusent chaque jour sur le terrain? Rater cette histoire, c'est risquer de passer à côté d'une leçon fondamentale. Parfois, un acte individuel suffit à fissurer tout un système. Mais pour comprendre comment cette révolution silencieuse a pu éclore, il faut d'abord revenir à l'origine du silence du Sahel. Imaginez un pays assis sur l'or, mais plongé dans l'obscurité. Un pays dont la terre est si riche qu'on la convoite depuis des générations, mais où la majorité du peuple peine à allumer la lumière le soir ou à nourrir ses enfants. Ce paradoxe, c'est celui du Burkina Faso, un nom qui signifie littéralement « le pays des hommes intègres », mais dont l'histoire récente est une succession de promesses non tenues, de richesses dilapidées, de dignité piétinée. Depuis des décennies, le Burkina Faso est présenté comme l'un des pays les plus pauvres du monde. Pourtant, sous ses pieds, ce sont des milliards qui dorment. Or, manganèse, zinc. Ces ressources qui devraient profiter au peuple servent, en réalité, à alimenter les économies de puissances étrangères. Le peuple, lui, attend. Les mines tournent, les convois repartent, mais le quotidien ne change pas. Les routes se dégradent, les écoles ferment, les hôpitaux manquent de tout. C'est l'histoire d'un pillage silencieux, maquillé sous les discours de coopération et de aide au développement. Les grandes institutions internationales multiplient les promesses. Il faut moderniser, sécuriser, accompagner la transition. Mais dans les villages, la réalité est tout autre. Chômage massif, exode rural, jeunes désabusés, le sentiment d'abandon grandit. Les mots venus d'ailleurs n'apportent ni pain, ni espoir. Dans le silence de la nuit, beaucoup se demandent « Pourquoi notre sol est-il si généreux, mais notre vie si rude ?» Au cœur de ce chaos, l'État s'affaiblit. Corruption, affairisme. Certains hauts responsables ferment les yeux, ou pire, se servent au passage. La population, elle, serre les dents. À mesure que le pouvoir se délite, d'autres forces s'installent, groupes armés, extrémistes, bandits profitent du vide, coupant des régions entières du reste du pays. Le territoire se fragmente, la peur s'installe. À force d'attendre des solutions de l'extérieur, le Burkina Faso se retrouve otage de tous, sauf de lui-même. C'est dans ce contexte que se forge la trajectoire d'Ibrahim Traoré.
Avant de devenir une figure de rupture, il était avant tout un soldat du terrain. Il a vu la misère et le doute dans le regard de ses hommes. Il a partagé la poussière des pistes. Il a enterré des camarades tombés au front. Pour lui, la guerre n'a jamais été une affaire de galons ou de titres, mais une question de survie collective. Ce jeune capitaine, loin des salons et des discours, incarne la lassitude d'une génération sacrifiée, fatiguée de voir ses parents mendier l'aumône alors que la richesse quitte le pays en silence. Ce décalage entre les promesses de l'Occident et la réalité vécue par le peuple burkinabé est devenu insupportable. On parle de progrès, on célèbre la démocratie, mais sur le terrain, la dépendance s'aggrave, la souffrance s'étend. À force de déléguer leur destin à d'autres, les Burkinabés courèrent le risque de sombrer dans l'oubli, ou pire, dans l'apathie, cette résignation qui tue l'avenir. Mais un homme décide de sortir du rang et de défier le scénario imposé. Et si la vraie guerre ne se jouait pas à la frontière, mais dans les contrats et les banques? C'est cette bataille invisible qu'Ibrahim Traoré a décidé d'engager, là où la souveraineté se gagne ou se perd sans un seul coup de feu. Dès son arrivée au pouvoir, le capitaine n'a pas commencé par les discours, mais par une enquête. Où vont les richesses du Burkina Faso? Qui profite réellement de l'or, du coton, du sol burkinabé? Les réponses, il les a trouvées là où très peu osaient regarder, dans les pages des contrats miniers, dans les traités de prêt, dans cette mécanique froide qu'on appelle la dette, imposée au nom du développement, mais qui enchaîne plus qu'elle ne libère. La découverte est brutale. Le pays vit sous une seconde colonisation, moins visible que les baïonnettes d'hier, mais tout aussi efficace. La dépendance structurelle, entretenue par des traités déséquilibrés et des dettes éternelles, maintient le Burkina Faso dans un état de faiblesse organisée. Le capitaine comprend alors que la pauvreté de son peuple n'est pas un accident, mais une condition imposée pour que d'autres, ailleurs, vivent dans l'opulence. Première riposte, il lance un audit complet du secteur minier. Une décision qui fait trembler les marchés internationaux, car, soudain, l'incertitude règne chez ceux qui pensaient que l'Afrique de l'Ouest resterait un coffre-fort à ciel ouvert. Pour la première fois depuis l'indépendance, les travailleurs des mines entendent qu'une part importante de la richesse extraite restera sur leur propre sol. Ce geste, concret, ferme la boucle de la dépendance. Le fruit du labeur des Burkinabés sert à bâtir des écoles, à financer l'agriculture, à renforcer la défense locale. Des écoles sortent de terre grâce à l'or. Des budgets sont redéployés vers les besoins essentiels. Dans les villages, ce n'est plus une promesse abstraite, mais une réalité qui se touche du doigt. Mais aussitôt, les représailles s'organisent. L'Occident, inquiet de perdre ses privilèges, amorce un siège économique. Baisse de la note de crédit par les agences internationales, retard dans l'acheminement des médicaments, sanctions voilées derrière un vocabulaire d'inquiétude et de stabilité menacée. Derrière chaque mot, un avertissement. Qui sort du rang paie le prix fort. Le blocus n'est pas militaire, il est administratif, financier, et son objectif est clair, forcer le Burkina Faso à revenir à l'obéissance. Face à l'isolement qui se dessine, Traoré ne cède pas. Il tend la main à ses voisins, le Mali et le Niger, confrontés au même mécanisme d'oppression. Pour survivre, il faut s'unir. L'idée d'une solidarité régionale prend forme, une alliance des peuples décidés à ne plus servir d'arrière-cour aux puissances étrangères. Dans la rue, parmi la jeunesse du Sahel, quelque chose bouillonne. Traoré devient le miroir de leurs frustrations, mais aussi de leurs rêves. Il incarne la possibilité, enfin, de transformer la souffrance imposée en fierté collective. Mais il y a un prix à payer. Car ce choix de l'autonomie s'accompagne de risques immenses. La ruine économique guette, l'isolement international s'intensifie, et chaque jour, la tentation de fléchir se fait sentir. Les anciennes puissances, à travers des lettres discrètes, proposent de lever le blocus, à condition que le Burkina Faso revienne sur ses décisions, rende les concessions minières, accepte le retour des conseillers étrangers. Traoré garde ces lettres sur son bureau, symbole du dilemme, protéger la souveraineté, au risque d'un avenir incertain, ou céder et replonger dans la dépendance. Dans les campagnes comme dans les villes, le peuple observe. Pour la première fois,
Un dirigeant leur ressemble, partage leurs peurs, mais aussi leur espoir. Que la terre des hommes intègres cesse d'être une simple ligne sur la carte des grandes compagnies et redevienne un foyer de dignité. Mais plus le Burkina Faso avance sur ce chemin, plus la résistance internationale se durcit. La pression monte, la riposte se prépare dans l'ombre. La survie même de cette révolution silencieuse est désormais sur la sellette. Et le prochain mouvement du capitaine pourrait bien décider du destin de tout un peuple. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour défendre votre dignité? C'est la question qui hante chaque nuit, chaque décision du Burkina Faso, depuis que le capitaine Ibrahim Traoré et son peuple ont choisi la voie de la résistance. Mais une telle détermination ne reste jamais sans réponse. Très vite, les ripostes internationales tombent, silencieuses mais redoutables. Tout commence par des blocages discrets, des retards mystérieux sur les livraisons humanitaires, des cargaisons de médicaments et de semences qui n'arrivent jamais à bon port, sans explication officielle. Dans les coulisses, les puissances étrangères, furieuses de voir un pays refuser leur ordre naturel, font pression sur les marchés, dégradant la note financière du Burkina Faso. Les banques hésitent, les investisseurs se retirent, comme si le simple fait de revendiquer sa liberté était devenu un crime impardonnable. Mais Traoré ne plie pas. Au contraire, il redouble d'audace. Avec ses alliés du Mali et du Niger, il lance l'Alliance des États du Sahel. Ce n'est pas seulement une alliance militaire, c'est un pacte de souveraineté. Ensemble, ils osent imaginer ce que personne n'attendait plus. Une monnaie commune, indexée sur l'or, sur leurs propres richesses, et non plus sur la garantie d'une puissance étrangère. Le message est clair. Nous ne voulons plus quémander notre pain, ni hypothéquer notre avenir. La réaction occidentale est immédiate, brutale. Les sanctions s'alourdissent, l'aide au développement s'évapore du jour au lendemain. Tout un système de dépendance, patiemment construit sur des décennies, se fissure. Beaucoup présageaient que le pays ne tiendrait pas un mois sans ces flux d'argent venus d'ailleurs. Pourtant, la réalité du terrain surprend. Au lieu de s'effondrer, le Burkina Faso commence à voir les premiers fruits de sa résistance. Dans un village proche de la frontière, une école primaire ouvre ses portes. Elle n'a pas été financée par une ONG étrangère, mais par les impôts prélevés sur une mine d'or récemment nationalisée. Dans les campagnes, la production agricole repart, stimulée par une fiscalité qui privilégie désormais les producteurs locaux. Pour la première fois, le peuple voit que le fruit de son sol ne s'évapore plus dans des comptes à l'étranger, mais irrigue vraiment son propre futur. Mais la route est loin d'être pavée d'or. Les sacrifices sont immenses. L'inflation ronge le pouvoir d'achat. Les pénuries de médicaments et de biens essentiels se font sentir jusque dans les villes. Les familles doivent se serrer la ceinture. Pourtant, dans cette adversité, quelque chose d'inédit se produit. La population, au lieu de céder à la fatigue, s'unit autour du Fonds souverain national. Chacun donne ce qu'il peut, parfois une pièce, parfois un sac de riz, pour renforcer la trésorerie publique. Ce n'est plus seulement une affaire de leader, c'est tout un peuple qui s'approprie sa destinée. Ibrahim Traoré, de son côté, refuse les ultimatums. Il repousse les offres de retour à l'ordre constitutionnel, venu d'ailleurs, celui-là même qui avait abandonné les greniers du peuple. Il reste ferme, tout en traçant la voie vers une économie circulaire, ancrée localement. Il lance la construction d'une raffinerie nationale d'or, une étape clé pour que la richesse du pays ne soit plus qu'un mirage, mais devienne une réalité tangible pour chaque citoyen. À chaque décision, le risque est immense. Traoré et le peuple burkinabé jouent à l'avenir du pays sur un pari démesuré. Choisir la liberté, quitte à souffrir, plutôt que de vivre dans une sécurité de façade, mais sous tutelle. Pour chaque progrès, il y a un coût. Mais la dignité, pour eux, n'a pas de prix. Dans les rues de Ouagadougou comme dans les marchés de Bamako, la question résonne. Jusqu'où irons-nous pour rester maîtres de notre sort? Les anciens maîtres de la finance internationale, convaincus que la pression économique ferait plier cette jeunesse rebelle, découvrent qu'il leur manque une variable, la fierté, le sens du sacrifice, la mémoire des humiliations passées. Traoré, lui, reste impassible. Il sait que répondre à la moindre lettre de chantage, céder sur la moindre concession minière, c'est choisir l'avenir du pays pour les 50 prochaines années.
Son refus est silencieux, mais total. Ce chemin de croix, parsemé de privations, révèle le vrai visage du pouvoir. Désormais, il n'est plus dans les mains des anciens maîtres, mais bien entre celles d'un peuple prêt à souffrir aujourd'hui pour renaître demain. Quand on ferme la boucle de la dépendance, tout devient possible. Le Burkina Faso offre aujourd'hui au monde entier un laboratoire vivant de ce que signifie, concrètement, reprendre possession de son destin. Ce n'est plus une théorie, ni un simple slogan politique. C'est le retour du réel, celui où la dignité, la souveraineté et l'autodétermination deviennent des choix quotidiens. Ce qui se passe à Ouagadougou n'est pas un cas isolé, mais une étincelle susceptible d'allumer l'imaginaire de tout peuple, cherchant à sortir de l'ombre de ses anciens maîtres. D'abord, il faut regarder l'impact régional. Le modèle burkinabé, loin de s'arrêter aux frontières, inspire une profonde recomposition de la géopolitique en Afrique de l'Ouest. Le plus frappant, c'est la formation de l'Alliance du Sahel. 3 nations, autrefois divisées et fragilisées par les vieux schémas coloniaux, qui s'unissent désormais autour de leurs ressources et de leur destin, pesant ensemble plus que la somme de leurs parties. Cette alliance, forgée non pas à l'ombre des chancelleries occidentales, mais à la lumière de l'expérience partagée, est le signe d'un basculement historique. Désormais, les règles du jeu ne sont plus dictées de l'extérieur, mais négociées entre ceux qui vivaient les conséquences. Ce qui trouble encore davantage les puissances habituées à imposer leur volonté, c'est la révélation du vrai rôle des institutions occidentales. Loin d'être de simples arbitres neutres, elles ont montré qu'elles défendent d'abord leurs propres intérêts. Leurs ultimatums, leurs sanctions financières et leurs menaces diplomatiques ne sont pas des appels à la justice. Ce sont des outils pour préserver une hiérarchie dont elles sont les grandes bénéficiaires. La réaction du capitaine Traoré à ces pressions a été simple, mais implacable. Il a exposé l'hypocrisie de l'ordre ancien, en demandant pourquoi le respect de l'ordre constitutionnel n'avait jamais permis à ses concitoyens de remplir leurs greniers ou d'ouvrir des écoles. Face à une telle honnêteté, la rhétorique internationale s'effondre. La leçon, ici, résonne bien au-delà du Burkina Faso. La souveraineté ne se mendie pas, elle s'arrache, souvent au prix de grands sacrifices. Les premières victoires n'ont pas été spectaculaires. Une école construite là où il n'y avait que de la poussière, des champs rendus à ceux qui les cultivent, un sentiment de dignité retrouvé dans le regard d'un enfant qui sait que la richesse de son pays ne s'arrête plus aux frontières invisibles des multinationales. Ces micro-victoires, chacune bâtie sur l'effort collectif, sont la preuve tangible que le changement est possible. Quand des femmes de marché donnent leur modeste recette du jour pour financer un projet commun, quand des soldats partagent leurs soldes pour bâtir une école ou un dispensaire, c'est toute une société qui se réécrit. Mais il ne faut pas se tromper. Cette conquête a un prix. Les médicaments essentiels deviennent rares, l'inflation frappe les denrées de base et le risque de déstabilisation plane à chaque instant, alimenté par ceux qui n'acceptent pas de voir la boucle de la dépendance se refermer. Les menaces ne sont pas que militaires ou économiques, elles sont aussi psychologiques et symboliques. Pourtant, la force du Burkina Faso, c'est d'avoir compris que la puissance ne réside pas dans les armes ni dans la monnaie, mais dans la mobilisation collective et la volonté de refuser que d'autres écrivent son histoire à sa place. Cet esprit de résistance, cette capacité à transformer chaque pression extérieure en occasion de solidarité, voilà la véritable arme secrète du peuple burkinabé. C'est là que réside la leçon universelle. Peu importe l'endroit d'où l'on regarde cette histoire, du Sahel ou des rives du Mississippi, d'un village andin ou d'une banlieue européenne, le message est clair. Rien n'est écrit d'avance. Les chaînes de la dépendance sont faites de conventions, d'habitudes, de peurs, mais elles peuvent se briser par l'audace collective. Le modèle burkinabé montre qu'il ne s'agit pas seulement de dénoncer, mais d'agir, de construire, de rassembler, même avec très peu. Chaque micro-victoire, chaque espace arraché à l'emprise de l'extérieur, est une graine plantée pour demain. La véritable tragédie serait de ne pas comprendre ce qui est en jeu. La chance unique d'apprendre d'un exemple concret de résistance et d'autodétermination, de voir comment la prise de contrôle de ces ressources se traduit par une transformation réelle, au-delà des discours.
Rater cette opportunité, c'est risquer de demeurer prisonnier d'un système qui ne profite qu'à ceux qui écrivent les règles. Alors, la question qui se pose à présent n'est plus seulement africaine. Elle nous concerne tous, partout où le rêve de souveraineté rencontre la réalité des rapports de force. Dans un instant, on verra comment cette révolution silencieuse, née au cœur du Sahel, éclaire le chemin de tout peuple en quête de dignité. Si c'était votre richesse, que choisiriez-vous? La cage dorée ou l'inconnu de la liberté? Imaginez un instant. Chaque grain d'or, chaque hectare fertile, chaque goutte d'effort collectif vous appartient, à vous et à votre peuple. Non plus pour remplir les coffres d'une puissance lointaine, mais pour nourrir, éduquer, élever vos enfants. Face à cette réalité, le Burkina Faso, sous la houlette du capitaine Ibrahim Traoré, n'a pas hésité. Là où beaucoup auraient cédé à la peur, à la pression, à la tentation du confort imposé, Traoré et son peuple ont préféré l'incertitude de l'indépendance à la sécurité factice de la dépendance. Leur choix, loin d'être une simple réaction à une humiliation de trop, a pris la forme d'un acte de foi en leur propre avenir. Repensez à ce moment décisif. Les grandes banques internationales pensaient dicter la trajectoire d'un pays entier en appuyant sur un bouton. Mais cette option nucléaire financière n'a pas mis Ibrahim Traoré à genoux. Au contraire, elle a allumé la dernière étincelle d'une transformation totale. Plutôt que de plier, le capitaine a choisi de fermer toutes les boucles de la dépendance, accélérant la création d'un écosystème économique national où la richesse produite par les Burkinabés reste dans leurs mains. La première raffinerie d'or nationale a vu le jour, les promesses creuses des anciens maîtres ont été laissées sans réponse. À chaque étape, le message était clair. La souveraineté ne se négocie pas, elle se construit. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Plus de 500 écoles bâties en 3 ans. Une hausse de 20% de la production agricole dans les zones libérées. Au cœur du Sahel, la terre répond enfin à ceux qui la cultivent et la défendent. Pour la première fois, une mère peut envoyer son enfant à l'école avec la certitude qu'il y entre au nom de la dignité retrouvée de tout un peuple. Ce ne sont plus les hymnes patriotiques qui tracent la nouvelle trajectoire du pays, mais les faits. Un pays qui se relève, qui ose rêver, qui refuse de rester à genoux. Mais derrière ces chiffres, c'est une révolution silencieuse qui se dessine. Pas de grandes proclamations, ni de slogans vides, mais la conviction profonde qu'il n'y a pas de fatalité à la résignation, qu'un autre chemin est possible, pourvu qu'on ait le courage de le tracer soi-même. Au-delà de ses frontières, le Burkina Faso inspire. Au Mali, au Niger, et partout où des peuples se demandent si la soumission est vraiment la seule issue. Parce qu'au fond, la question dépasse le cadre du Sahel. Elle nous renvoie tous à notre propre rapport au pouvoir, à la liberté, à la responsabilité collective. Est-on prêt, nous aussi, à briser les chaînes invisibles qui nous entravent, à refuser les pactes silencieux qui nous lient à des intérêts qui ne sont pas les nôtres, à nous rappeler que l'ordre établi n'est qu'une construction humaine et que chaque choix, même minuscule, peut réécrire non seulement l'histoire d'un pays, mais aussi celle d'une vie? La véritable leçon de l'expérience burkinabé, c'est que la peur n'est pas une fatalité. Ce n'est pas la longueur du pouvoir qui compte, mais le souffle qu'on transmet à ceux qui nous succèdent. Un simple soldat et 21 millions de citoyens ont osé défier la logique d'un monde bâti sur la domination et le mépris. Aujourd'hui, le Burkina Faso n'est plus un terrain de jeu pour les empires, mais une forteresse de l'esprit, une preuve vivante qu'un peuple uni peut transformer la poussière rouge du Sahel en une lumière nouvelle pour tout un continent. Alors, si vous deviez choisir pour vous-même, pour votre famille, pour votre peuple, accepteriez-vous la sécurité d'une cage dorée ou partiriez-vous à la conquête de votre propre liberté, malgré tous les risques? Ibrahim Traoré a choisi. Et ce choix, plus qu'un simple acte de résistance, est un appel à chaque citoyen du monde à se réapproprier sa dignité et son destin. La résignation n'est jamais inévitable. Chaque pas, chaque décision, chaque geste de courage compte. Il ne tient qu'à nous d'oser. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout.
Si elle vous a touché, abonnez-vous. Pas pour les chiffres, mais parce que ce lieu est dédié à celles et ceux qui croient en la liberté, l'indépendance et l'espoir. Le Burkina Faso a refermé le grand livre de sa soumission et en a ouvert un autre, celui de la souveraineté retrouvée. À votre tour, que choisirez-vous ?